De nos jours, la fracture entre l'homme et la nature se fait de plus en plus croissante. Nous consommons toujours plus d'énergie à la recherche d'une notion de confort qui ne connaît pas de limite. Nos modèles de vie à l'occidental en sont devenus le parfait exemple, où les commerces alimentaires côtoient les agences immobilières, où les annonces commerciales sur nos écrans ne cessent de nous vendre des produits facilitant notre quotidien, comme si l'accès au confort d'un pavillon était aussi anodin que l'achat d'un paquet de pâtes. Les innovations nous ont permis de voyager plus vite, plus loin, de travailler à distance en utilisant des technologies dont nous ne connaissons que le nom, et pourtant devenues inévitables lors d'une discussion quelconque. Cette opulence de l'instantané nous donne l'impression que nous nous éloignons petit à petit d'un monde réel où l'équilibre est la clé de survie des espèces. Il y a une part de vérité dans cette idée, vérité ou paradoxe quand nous réalisons que l'équilibre est constitué de nos modes de vie d'une part, mais aussi de leurs effets pervers. Aujourd'hui déjà, moins d'un siècle après l'avènement du cheval et de l'apparition de l'automobile, les consciences ont évolué au point que certaines générations ne vivent plus que dans un monde emporté par son élan de superficialité. Le temps n'est plus au doute, les innombrables preuves scientifiques sont là, et pour ceux qui n'aiment pas lire ou écouter, une simple balade en forêt ou en mer suffit à se rendre compte à quel point le vide et le silence a pris la place de la vie. Il devient urgent pour nous de nous rapprocher de ce point d'équilibre, de pouvoir toucher du doigt cet autre monde qui nous menace et dans lequel nous risquons de perdre gros. Si lointain qu'il puisse paraître de l'architecture, ce mouvement est tout aussi constaté dans le milieu du bâtiment. Nous chauffons, climatisons, construisons sur des hauteurs et des distances des projets que nous aimerions savoir immuables, ancrés et utiles à l'évolution de l'humanité. Pourtant, nos modèles sont sans cesse remis en question. Notre façon de travailler est vouée à évoluer d'une façon drastique ces prochaines années, posant plus que jamais la question du remploi d'un bâtiment. Que vont devenir toutes les tours qui abritent aujourd'hui des bureaux en open space quand les travailleurs se rendent compte qu'il leur est possible de travailler de leur maison? Que vont devenir ces quartiers d'affaires si les bailleurs les délaissent car ces derniers ne sont plus suffisamment occupés? Quel est l'avenir de notre profession quand le territoire est déjà grignoté de tous côtés par des opérations immobilières ou autres centres commerciaux? Nous avons à peine entamé un travail de conversion de friches industrielles datant du dernier siècle. Combien de temps nous faudra-t-il pour cesser d'exploiter des territoires vierges au lieu de penser à convertir d'immenses espaces que nous avons déjà apprivoisés? Au-delà d'un aspect purement territorial d'occupation des sols, cette révolution virtuelle que nous vivons nous fait également perdre la notion du travail de l'homme et du savoir-faire propre à chacun. Les éléments sont standardisés, les normes dictent le travail ainsi que les conditions de mise en œuvre, et les bibliothèques BIM permettent aux fabricants de vendre plus de marchandises, simplement en proposant aux concepteurs de les intégrer au projet. Les produits du bâtiment sont devenus des tomates de supermarché, calibrés, identiques en tout point et suivant les dernières modes perçues sur les réseaux sociaux. Depuis quelques années, nous sommes d'ailleurs dans une ère nordiste, avec du bois, du blanc, parfois un peu de béton ciré, et ce, partout sur le territoire du nord au sud et de l'est à l'ouest. Paradoxalement, nous sommes devenus si standardisés que la moindre tentative d'expérience culturelle d'ampleur est rejetée dans les tabloïds au nom d'une valeur conservatrice d'un patrimoine de pierre. Toutes ces questions peuvent être résumées en une seule interrogation que j'ai entendue tout au long de ces 5 années d'études. Comment vieillit le projet? Ou alors, que devient-il après? Le temps est la clé de compréhension de ces problématiques, enfermés dans des paradoxes métaphysiques et verrouillés par notre inconscient protecteur. Nous n'avons pas de problème particulier à apprendre sur les événements passés, mais pour l'avenir, c'est une opération un peu plus délicate. Pour autant, de très nombreux projets architecturaux et urbains s'inscrivent dans une démarche qui se veut positive et vertueuse pour l'environnement, en essayant non pas de nous faire revenir en arrière, mais plutôt d'avancer dans la bonne direction. Prenons en exemple la ville de Marseille. Elle est l'une des villes de France qui apporte le plus de diversité de connotations. Pour les uns, c'est d'abord les vacances, pour les autres, c'est un accent, un lieu de vie, un club de foot, les calanques. Pour moi, elle est le fruit de plusieurs siècles de développement culturel, de mélange et de mixité qui en font sa richesse aujourd'hui. J'imagine sans mal à l'époque les chantiers de construction navale ou encore l'entrée du port grouillant de bateaux apportant soie, épices, matières premières et plantes exotiques. Cette activité incessante y aura attiré de nombreux fabricants propriétaires des premières usines, ayant aujourd'hui légué un patrimoine paysager lourd de conséquences. De nos jours, certains persistent à rejeter catégoriquement ces installations qui marquent et stigmatisent un paysage de carte postale. Au-delà d'une pollution extrêmement dangereuse pour tout organisme vivant, ces sites tels que celui de l'usine Le Grément à Marseille souffrent aujourd'hui de ce genre de situation. Installée au mauvais endroit à nos yeux, elle était parfaitement à sa place au XIXe siècle, à l'écart des populations, proche du littoral et des moyens de transport maritime. Cette usine a contribué au développement de la ville tout autant que le fait Lafarge aujourd'hui avec son site de l'Estac. Pourtant, cette usine installée en front de mer fait office de débat, notamment sur la nature de sa réhabilitation. De nombreux projets ont échoué face au poids que représente le patrimoine industriel de ce site, mais aussi face aux voix qui se sont élevées de la part des habitants ou des associations de sauvegarde et de protection du territoire. Pour bien comprendre les problématiques soulevées par le site, il nous faut prendre un peu d'altitude et visionner la situation du quartier englobé par l'usine. La Madrague est située en limite du parc des Calanques, dans le 8e arrondissement de Marseille. Elle se trouve aujourd'hui isolée, coupée du reste de la ville par l'implantation de l'usine sur sa partie nord, par le massif des Calanques à l'est, par la mer à l'ouest et le Mont Rose au sud. Cela en fait aujourd'hui un lieu de passage ne bénéficiant pas du même attrait que d'autres quartiers pourtant plus éloignés du centre-ville.
Il n'est pas dit pour autant qu'il faille impérativement donner au site le même attrait touristique que ses voisins, mais il est cependant important de prendre en considération le fait que le développement d'un quartier est inhérent à sa capacité à se faire reconnaître, d'autant plus en période estivale. Pour ma part, avant d'y prêter attention, ce quartier n'était qu'une succession de murs empêchant de voir le massif ou la mer. Cette sensation était accrue par la vitesse de déplacement en voiture, qui nous incite à regarder au loin et anticiper les obstacles, plutôt qu'à chercher des failles dans un tissu dense. Pour ceux qui décident néanmoins de visiter la Madrague de Montredon, le manque de lien entre ce petit port de pêche et le reste de la ville est encore plus marqué pendant les déplacements pédestres. L'unique route qui se termine en cul-de-sac est généralement assez encombrée. Les chemins piétons tels que le parcours littoral sont également coupés par l'industrialisation de l'usine, et les dispositifs incitant à la flânerie ou l'exploration urbaine sont inexistants. La route et l'usine sont donc deux acteurs majeurs de l'enclavement de ce quartier, pénalisant directement une vie locale. Plus grave encore, l'accès à la mer est interdit en raison de la forte pollution engendrée par des dizaines d'années de déchetterie sauvage, et l'accès au massif, pourtant de dimensions non négligeables, se fait également difficile dans ce tronçon. Pour résumer, cette usine est installée dans un environnement exceptionnel où le calcaire se jetterait dans des eaux turquoises, s'il n'était pas freiné dans son élan par une végétation luxuriante, et pourtant tout en interdit l'accès. Après avoir écouté et participé à quelques échanges avec les différentes associations, j'ai trouvé leur patience et leur réflexion admirables, notamment par l'énergie qu'ils déployaient pour maintenir le dialogue avec les nouveaux propriétaires et futurs bailleurs du site. Les gens, ils voudraient qu'il se passe quelque chose. Et s'il se passe rien du tout, je pense que ce problème va encore traîner pendant des années et des années. Donc moi, je pense qu'il y a des gens qui veulent que quelque chose se passe. Alors, Ginko, bien sûr, tout le monde veut que ça se passe correctement, la dépollution. Tout le monde veut que la santé publique, c'est un des aspects essentiels et il faut vraiment que ce soit conservé. Mais est-ce que ça, c'est au prix qu'il se passe rien du tout ? J'ai du mal à saisir l'intensité des émotions auxquelles ces personnes font face, et comment je pourrais réagir s'il s'agissait du quartier dans lequel j'ai passé mon enfance, qui a façonné chacun de mes souvenirs et pour lequel j'ai développé un réel intérêt sentimental. Au fil des discussions, j'ai réalisé que leur intérêt premier était de pouvoir à nouveau parcourir le site et de donner la possibilité aux futurs habitants et aux futures générations de s'approprier des morceaux du quartier afin d'y fonder leurs propres souvenirs. La question du programme a commencé à se transformer en une véritable quête du bon outil pour y parvenir. Dans cette optique, j'avais comme volonté d'utiliser les nombreuses qualités déjà présentes sur le site et de m'en servir comme ligne directrice pour la qualification et l'aménagement de ce projet de réhabilitation. Parmi celles-ci, on retrouve par exemple la taille réduite du quartier, qui s'apparente plus du noyau villageois que d'un morceau à part entière de la ville de Marseille. La présence du littoral et de toutes les influences directement liées à la proximité du front de mer sont aussi un des aspects qui m'intéressent particulièrement, tout comme celle du massif recouvert de végétation bien sûr. Si l'on met de côté les problématiques relevées, on pourrait presque imaginer que le site est niché au cœur d'une vallée et allongé sur les galets d'une plage sauvage. C'est pour ces raisons que le programme de réhabilitation que je porte s'inscrit dans un cycle temporel qui ne soit pas entièrement du ressort du concepteur ou de l'habitant. Le site de l'usine possède désormais sa propre identité, elle-même fortement diluée par la proximité des noyaux habités voisins, ce qui rend aujourd'hui très difficile l'intégration d'un programme issu d'une autre localisation. Par exemple, rien ne garantit qu'une activité tertiaire puisse s'y développer, ou encore une activité commerciale ou tout simplement une croissance démographique sans aménagement préalable. S'il y a un besoin d'aller chercher ce genre d'activité, il faudrait inscrire cette démarche dans une deuxième phase qui permettrait de relever les nouveaux enjeux propres à la réhabilitation. Cette volonté de ne pas forcer la main en environnement, mais plutôt de donner de la force à ce dernier et d'y inscrire des activités qui lui sont bénéfiques, j'ai souhaité la retrouver dans l'usage du site. Bien que le maître mot soit la réouverture, la création d'espaces dédiés en usage local et direct me paraît être une bonne réponse à la singularité du mode de vie des habitants et des quartiers voisins. C'est pourquoi nous retrouvons des zones de passage, des zones d'activité, et des zones à usage public disséminées et mises en relation directe avec les fractures inhérentes à chacune. Pour l'activité, j'ai souhaité ouvrir la culture au site et le site à la culture au travers d'une série d'ateliers d'artistes ainsi que d'une salle d'exposition répondant directement au quartier du Mauvais Pas, regorgeant d'ores et déjà d'ateliers sauvages et de street art. Avec cette première intention vient s'ajouter un travail sur les zones dites de passage, notamment la réhabilitation du crassier et l'appropriation de ce dernier par l'usager qui permet de commencer un premier lien entre la ville et l'usine. Dans ce même mouvement, mais en ajoutant une notion d'usage public, l'écriture d'un point de départ pour le parcours des calanques s'inscrit dans le projet comme un nœud marin, ferme mais facilement manipulable et adaptable aux besoins futurs du site. Enfin, agissant comme un support d'amarrage pour ce nœud, la zone où l'intention de travail a été portée sur un usage villageois, avec des espaces de vie dédiés à des activités de première nécessité, respecte les besoins actuels et laisse là encore une marge de manœuvre suffisante pour adapter le projet à une éventuelle hausse démographique.
Ce projet, j'ai décidé de vous le raconter tel que mon esprit l'a construit, c'est-à-dire sous forme d'une histoire. Il est bientôt 10 heures. La plage en contrebas est encore vide et seul le ressac d'une légère houle accompagne le bruit des grains de sable qui s'égrènent sur les marches de l'escalier. Il fait encore un peu frais pour ce début du mois de juin, et la mousse qui s'étale paresseusement sur les pierres apporte une odeur nouvelle, contrastant avec les algues brunes du littoral. Dans ce sens, le massif n'est pas encore visible, mais les ondes matinales portées par ce dernier indiquent néanmoins la présence de quelque chose de gigantesque à proximité. L'ascension terminée, la mer, le sable, les algues sont désormais lointaines et ont laissé place à un environnement tiède, où l'humidité est d'un goût différent, moins salé peut-être. Les fougères et autres bruyères accompagnent et rythment le parcours de leurs ombres qui rétrécissent au fur et à mesure que l'heure avance. Ici et là, on distingue de la vie entre les planches de bois, des racines, des herbes folles, ou encore des lézards qui se dépêchent d'aller chercher la chaleur matinale du soleil. Guidé par le vent qui s'infiltre au travers des embouchures, vous empruntez un passage qui vous mène à un espace baigné de lumière. Ici, le talus est creusé de façon à dessiner des marches suffisamment profondes pour s'y asseoir et profiter d'un instant de pause. La mer et l'horizon s'effacent dans des aplats de bleu, l'univers végétal et minéral rendant difficile l'appréciation des distances séparant les eaux et la terre. Après avoir grimpé les quelques marches, une nouvelle bourrasque vous pousse à tourner le dos et à vous orienter vers le massif jusqu'ici masqué. Le regard s'évade et a du mal à saisir l'ampleur du relief. Ici et là, une série de poteaux servant au maintien de la palissade se confondent avec l'apparition d'une cheminée de briques et encadrent ce qui à première vue paraît être une coquille cassée ou une façade en ruine ne contenant que du vide. Dominant la route et faisant face à la dune, cette façade dévoile peu à peu le bruit d'êtres humains à l'ouvrage. Ponceuse, perceuse, maillère. Après une ultime rafale, une silhouette se découpe au travers d'une large ouverture et une main solide tire d'imposants volets, occultant une partie et protégeant l'intimité d'une vie au-delà. De l'autre côté, une seconde silhouette se prélasse au soleil, profitant de la fraîcheur de la végétation pour s'installer dans l'encadrement d'une ouverture, avec un livre à la main. Par ici, le vent, le bruit de la circulation et le va-et-vient des voitures n'est plus qu'un souvenir lointain dont la rumeur persistante nous évoque un jardin à l'arrière d'un pavillon. Dans la continuité de ce jardin, de cet espace qui nous appartient et dans lequel nous avons la sensation d'une liberté quasi totale, la végétation basse de la dune se mêle à des arbres qui apportent de nouvelles odeurs. Laurier-thym, chêne-liège, pin parasol ou maritime. Cette odeur si caractéristique du pied de massif profite du moindre interstice pour s'y faufiler. La forêt a gagné quelques dizaines de mètres par rapport aux dernières années, et avec elle, l'agréable sensation de se rafraîchir à l'ombre d'un arbre. 10h15. La salle d'exposition est ouverte au public tous les jours en ce début de période estivale, et les visiteurs commencent à apparaître par petits groupes. Certains en tenue de randonnée, d'autres simplement en tenue de vacances. Les bras et les jambes sont souvent nus, et certains montrent déjà des premiers signes de la différence de température dans ce grand espace où il fait frais. Aujourd'hui, la salle expose une série d'installations et de sculptures de l'ensemble des artistes des Calanques de Marseille. On y trouve des coques de barque renversées, des peintures sur filet de pêche, ou encore des sculptures faites dans l'acier d'un chalutier récemment renfloué. Dehors, le soleil n'est pas encore au zénith, mais la lumière est filtrée par les grands arbres et largement distribuée par des ouvertures massives sur le mur nord. 10h40. Certains des petits groupes se sont précipités vers le début du parcours des Calanques, et dans cet étroit couloir, un enfant résolument assez ennuyé par la vision de morceaux de métal tordus et de peintures étranges, s'est arrêté pour regarder à travers une étroite ouverture. Jusqu'ici, il était assez mécontent de cette fête bernée par ses parents. On lui avait annoncé la visite d'une ancienne usine d'acide. Super à raconter aux potes à la récré. Mais pour le moment, à part des arbres tordus, rien ne se prête à l'exploration totale dont il se faisait une joie. Au travers de cette ouverture, malgré un soleil éclatant, une première vision d'un réel défi d'acrobatie le tire de ses rêveries et le pousse à accélérer le pas. Cette cheminée, il veut être sûr de pouvoir y grimper avant tout le monde. Dans cette salle au sol végétal, d'autres cheminées paraissent abriter dans leur foyer différentes espèces d'arbustes, de la bruyère ou de plantes aux vertus aussi variées que leurs dimensions et odeurs. Le vent s'engouffre par les ouvertures et les traces du chemin de l'eau laissé par une pluie récente guident le regard jusqu'au ciel. Pour l'apercevoir, il faut se baisser, se tordre un peu et entamer un début de gymnastique qui sera de toute évidence bienvenu pour accomplir l'ensemble du chemin du parcours. En attendant que ses parents arrivent, l'enfant s'est assis dans la lumière et regarde avec curiosité les feuilles d'une drôle de plante au nom latin imprononçable pour une partie, mais dont l'autre l'amuse beaucoup, le Philodendron monstrea. Des monstres, il y en a décidément beaucoup dans cette usine, et le contact de la main de sa mère dans sa paume le rassure quand il franchit le seuil de la salle suivante. Dans celle-ci, d'énormes structures en béton le dominent et ressemblent aux gros crabes qu'il voit parfois dans les paniers des pêcheurs. Il le sait, le béton ça ne bouge pas de risque de se faire pincer donc, mais cet univers est menaçant. Et malgré son envie de se rapprocher de la grande cheminée, passer sous la structure comme le font les grands ne lui inspire pas vraiment confiance. Il se dirige donc naturellement vers les escaliers et la passerelle de bois dont la fragilité apparente le rassure.
Encore une fois, elle est là, toute proche, à portée de bras presque. Mais le léger fossé entre lui et l'objet de sa quête lui empêche de toucher les aspérités de la brique, et pourquoi pas d'essayer d'en retirer un petit trophée. Vexé, il se console en suivant les drôles de câbles d'acier qui accompagnent la passerelle, et s'étonne finalement de vouloir faire comme les adultes et passer sous le ventre de la bête. Il n'est pas certain, mais son sens de l'orientation lui fait savoir que le parcours est bientôt terminé, qu'il pourra enfin aller grimper tout en haut de la cheminée. Mais ici, après avoir vu des plantons étranges et d'avoir été nargué par la boîte de béton, l'eau et les pierres qui ressemblent aux digues des ports lui rappellent qu'après la randonnée, il pourrait aussi aller nager dans les eaux turquoises de la baie des singes. Le sol grince un peu sous ses pas, et d'autres bruits plus familiers lui parviennent par intermittence. On dirait des gouttes d'eau qui tombent parfois dans une flaque, parfois sur de la pierre. Les lumières au sol projettent son ombre sur les parois, et il s'amuse à la faire courir au rythme des roches. Enfin l'air libre. En se retournant, il remarque que les autres visiteurs sortent de cette caverne un peu hébétés, les yeux plissés et cherchant un regard à soutenir, comme après un film au cinéma. Devant lui, il découvre enfin de quoi s'amuser, un escalier et des morceaux de béton sur lesquels il envisage sérieusement de grimper, un peu comme ce lierre là-haut. Un pas de côté pour essayer de voir si l'escalier vaut la peine d'être monté en vitesse, ou s'il reste en bas afin d'explorer un peu mieux les environs. Peut-être même pourrait-il passer la tête par l'ouverture qui l'a poussé jusqu'ici au début du parcours. Ainsi le sent, les adultes veulent faire une pause et se sont installés au fond, dans un endroit où les morceaux de béton lui rappellent les bancs de la cour de son école, et sur lesquels ses parents s'installent et se rafraîchissent. Cependant, il le reconnaît l'endroit. Il l'a vu quand il s'est penché hors du monstre pour toucher la cheminée, et il sait exactement dans quelle direction continuer sa recherche. Midi. La fête de la veille embrumant encore leurs esprits, le petit groupe d'amis a réussi à trouver une place de parking sur le port de la Madrague. Après avoir bu en vitesse un café serré au bistrot du coin, ils ont suivi la route qui monte légèrement vers la place du marché. Le soleil est déjà haut, les odeurs de poissons et de fruits de mer leur parviennent bien avant qu'ils ne voient les étals, mais c'est déjà largement suffisant pour leur mettre l'eau à la bouche. Sur la place, les visiteurs sont nombreux, bien que les vacances scolaires ne soient pas encore débutées. Nous sommes mercredi, jour de rassemblement des pêcheurs des Calanques et généralement synonyme d'un marché qui s'étale bien au-delà des horaires conventionnels. Ici et là, certains sont d'ailleurs attablés autour d'une cagette remplie de tourteaux et de baguettes de pain, et ravis de voir tant d'activité. Le caviste suit à grosses gouttes, il travaille à fournir à chaque table une bouteille de blanc bien frais, qu'il sort de sa camionnette réfrigérée. Il règne ici une bonne humeur générale. La route qui était auparavant passante et dangereuse a vu sa vitesse moyenne chuter par la curiosité de voir tant de monde la traverser, discuter sur le trottoir ou assis à même les murets de pierre. Par chance, les stands ne sont pas encore totalement vides, et la petite troupe va pouvoir s'offrir un déjeuner digne de ce nom, avant de retourner au travail l'esprit léger et l'estomac rempli.